se souvient des comptoirs lunch chez Woolworths? Hmm. Rien que de le dire, ça évoque une image, une ambiance. Ah oui, tout à fait. On imagine une époque où magasiner, c'était vraiment une sortie, une expérience qui pouvait prendre toute la journée. Oui, On pense aux grands magasins chics comme Macy's, qui avaient de vrais restaurants, des lieux assez élégants. exactement. Mais Woolworth, c'était autre chose. Ce n'était pas le grand luxe, mais c'était peut-être plus fondamental. C'était une expérience, disons, accessible. Démocratiques. Démocratique, c'est le mot. Et le cœur battant de cette vision, c'était justement ce fameux comptoir lunch. Et c'est précisément le sujet de notre discussion aujourd'hui, en s'appuyant sur un article vraiment passionnant de Pierre Fraser, un linguiste et sociologue. Publié dans la revue Sociologie visuelle. C'est ça. Et Fraser avance une idée assez forte. Il dit que ces comptoirs sont bien plus qu'un simple souvenir nostalgique. Ils sont en fait un miroir de l'histoire économique et sociale américaine. Un microcosme, en quelque sorte. Hmm. Un lieu où on peut lire les grandes transformations du pays. Alors, pour bien comprendre l'importance de ce comptoir, il faut d'abord parler du magasin lui-même, la FW Woolworth Company. C'est l'invention du Five and Dime Store. Le magasin à 5 ou 10 centimes, c'est ça, Voilà, l'idée de génie de Frank Woolworth, c'était de vendre une quantité phénoménale d'articles où tout, au tout début, coûtait 5 ou 10 cents. Et quand on dit phénoménal, on y trouvait vraiment de tout. De tout. Des outils, des tissus, des jouets, des articles de cuisine et bien sûr, l'arme secrète. Les bonbons, Les comptoirs de bonbons, toujours placés stratégiquement juste à l'entrée. pour que les enfants ne puissent pas les manquer. Exactement. Mais ça allait encore plus loin que ça. Pendant des décennies, Woolworths a vendu des animaux vivants. Pardon? Des animaux vivants? Oui, oui, des perruches, des hamsters, des poissons rouges et même des petites tortues. C'était un véritable bazar universel. Un des premiers grands catalyseurs du marché de consommation de masse. C'est fou. Et au milieu de ce chaos organisé, on installe des comptoirs lunch. Ça commence quand? Dès les années 1910. Et d'un point de vue purement commercial, c'est un coup de génie, Bah oui, pour garder les clients dans le magasin plus longtemps. un coup de maître. Mais ce qui est fascinant, et c'est ce que l'article de Fraser met vraiment en lumière, c'est la manière dont ils l'ont fait. C'est-à-dire? Ils ne se sont pas contentés de servir des sandwichs. Ils ont misé sur une image de modernité absolue. Ah oui, Propreté impeccable, respect des nouvelles normes d'hygiène, c'était un argument de vente majeur, à une époque où les gens, ils se méfiaient un peu de la nourriture préparée à l'extérieur. l'article mentionne aussi un côté étonnamment progressiste, Oui, notamment dans l'emploi. ils employaient beaucoup de femmes, énormément, y compris à des postes de gérantes de comptoir, ce qui était loin, très loin d'être la norme à l'époque. Et puis cet aspect qu'on qualifierait aujourd'hui de la ferme à la table. Déjà, Oui, ils avaient compris l'importance de la fraîcheur, de la qualité, et ils s'approvisionnaient directement auprès des fermes laitières et des producteurs locaux. c'est intéressant ça. Est-ce que c'était un argument marketing ou simplement une nécessité logistique? C'est probablement un mélange des deux. L'article suggère que c'était d'abord une question de bon sens économique pour garantir la constance et la qualité, D'accord. mais ils ont très vite compris que ça devenait un gage de confiance pour la clientèle. C'était à la fois pragmatique et une excellente image de marque. Et la nourriture alors? On a ces photos d'archives, c'est incroyable. Un sandwich au jambon pour 10 cents, un milkshake pour 15. Et en 1969, on pouvait encore manger un repas de steak avec frites, salade et petits pains pour 99 cents. C'est dingue. Mais au-delà des prix, est-ce que c'était bon ou c'était juste du carburant pour continuer à magasiner? C'était simple, sans prétention, mais c'était réconfortant. Le menu, c'était les grands classiques de la cuisine américaine. Sandwich club, salade de thon. Le hot roast beef sandwich avec de la purée et une louche de sauce. Et les desserts, bien sûr. Ah, le gâteau à chocolat sauce à cloche de verre. C'est une image iconique. Il n'y avait pas de recherche gastronomique, mais il y avait une fierté dans l'exécution. C'était fiable, on savait exactement ce qu'on allait avoir, et c'était ça la force du concept. Et puis il y avait l'ambiance. Le long comptoir, les tabourets chromés qui tournent. Le bruit des verres, le distributeur de Coca-Cola, c'était un lieu de vie. Complètement. L'aménagement était minimaliste, conçu pour l'efficacité, la rapidité, ce qui reflétait tout le modèle de Woolworths, du volume, de la simplicité, des prix bas. Oui, Mais ce design très fonctionnel a créé presque par accident un lieu social. C'était l'endroit où on pouvait s'asseoir seul, sans se sentir mal à l'aise, poser ses sacs, observer les gens. une petite scène de théâtre du quotidien, quoi. On a donc cette image d'une Amérique simple, une Amérique presque innocente qui se retrouve autour d'un milkshake. Une image d'Épinal. C'est ça. Mais cette image, elle a une face cachée. Une ligne de fracture qui passe en plein milieu de ce comptoir. Et c'est là que ce lieu anodin,
bascule dans la grande histoire. Oui, parce que ce comptoir, ce symbole d'une consommation démocratique, était tout sauf démocratique dans le sud ségrégationniste des États-Unis. D'accord. Les clients noirs pouvaient dépenser leur argent dans le magasin, ça oui, mais ils n'avaient pas le droit de s'asseoir au comptoir pour manger. Ils devaient commander debout et emporter. Exactement. Une humiliation quotidienne institutionnalisée. Et c'est cette humiliation qui va devenir la cible d'une des actions les plus marquantes du mouvement des droits civiques. On arrive au sit-in de Greensboro. On est le 1er février 1960, à Greensboro en Caroline du Nord. 4 jeunes étudiants afro-américains d'une université locale. Jibril Kazin, Franklin McCain, Joseph McNeil et David Richmond. C'est ça. Ils entrent dans le Woolworths du centre-ville. Ils font quelques achats d'abord, pour bien montrer qu'ils sont des clients légitimes. Ils gardent même leur reçu. Oui, bien en évidence. Puis, ils se dirigent vers le comptoir lunch et s'assoient sur 4 tabourets. Et là, Une serveuse s'approche. Ils commandent poliment un café et un beignet, et la serveuse leur rappelle la politique du magasin. Ils ne peuvent pas être servis ici. L'espace est réservé aux Blancs. et leur réaction? Ils restent assis, en silence. Juste? En silence? On leur demande de partir. Ils refusent. Le gérant est appelé. Il leur demande de partir. Ils refusent encore. Ils expliquent calmement que s'ils peuvent dépenser leur argent ici, ils devraient avoir le droit de s'y asseoir. La tension a dû être immense. On imagine. Les menaces commencent à fuser de la part d'autres clients, du personnel. On parle d'appeler la police. Mais les 4 jeunes hommes ne bougent pas. Ils ne répondent pas aux provocations. Ils restent là, dignes, silencieux, jusqu'à la fermeture. C'est un acte de courage. Incroyable. Et les autres clients, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'article de Fraser décrit une atmosphère de confusion et d'hostilité, oui. Certains clients blancs les insultent. D'autres quittent le comptoir, mal à l'aise. Mais l'important, c'est que la violence n'éclate pas ce premier jour. L'acte est purement non violent. C'est la clé de sa puissance. Et l'impact de ce geste? C'est une déflagration. Le lendemain, ils reviennent, mais ils sont une vingtaine. Ah oui, déjà. Le surlendemain, une soixantaine occupant presque tous les sièges. En quelques jours, le mouvement s'étend à d'autres villes, puis à travers tout le Sud. Des étudiants noirs et blancs organisent des sit-ins dans des dizaines de Woolworths. Ça prend une ampleur nationale. Oui, ça mène à un boycott des magasins Woolworths partout dans le pays. Et c'est de là que naît une des organisations majeures du mouvement. Le SNCC. Précisément, le Student Non-Violent Coordinating Committee, une organisation étudiante qui va devenir un fer de lance en organisant ensuite les fameux Freedom Rides de 1961. Pour désagréger les bus? Oui, et en jouant un rôle central dans la marche sur Washington. Tout ça est parti de 4 étudiants sur des tabourets de bar. L'histoire ne s'arrête pas là, malheureusement. Il y a eu d'autres sit-ins beaucoup plus violents. L'article raconte celui de Jackson au Mississippi. Oui, en 1963. Et là, c'est une scène d'une brutalité terrible. Des étudiants noirs et blancs s'assoient ensemble au comptoir du Woolworths. Ils sont immédiatement encerclés par une foule hostile. Et là, ce ne sont pas que des insultes. On leur verse du café chaud dessus, on leur vide des sucriers dans les cheveux, on les asperge de ketchup. C'est d'une violence. Inouï. Ils sont frappés, tirés de leur siège. Et les autorités, la police, Elles n'interviennent pas, hein. pas au début. Les policiers sont dehors, mais laissent faire la foule pendant près de 3 heures. La violence de cet événement, immortalisé par des photos qui ont fait le tour du monde, a été un choc. D'autant plus que l'un des organisateurs, Medgar Evers, le leader local de la NAACP, est assassiné devant chez lui par un membre du Ku Klux Klan, à peine 2 semaines plus tard. Le lien est direct. Il est direct. La pression devient telle que l'administration Kennedy doit intervenir. Et face à la situation, la direction de Woolworths à Jackson prend une décision radicale. Laquelle? Elle ferme purement et simplement le comptoir lunch, pour éviter qu'il ne redevienne un lieu de protestation. Et il ne rouvrira. Qu'après le vote du Civil Rights Act en 1964, la loi qui a rendu la ségrégation illégale. Un simple comptoir était devenu un enjeu politique national. Après avoir été au centre de l'histoire, comment cette institution, ce symbole, finit par disparaître? On n'en voit plus du tout aujourd'hui. La raison est principalement économique. À partir des années 70, et surtout 80, le modèle de Woolworths commence à s'essouffler. La concurrence arrive. Une nouvelle génération de concurrents, beaucoup plus agressive. Walmart, Target, Kmart. Qu'est-ce qu'ils avaient de plus? Pourquoi Woolworths n'a pas pu suivre? C'est une question de modèle et d'emplacement.
Woolworths était historiquement implanté dans les centres-villes. D'accord. Les nouveaux géants, eux, se sont développés dans les banlieues, en pleine expansion, avec des magasins immenses, des parkings gigantesques et une logistique qui leur permettait d'offrir des prix encore plus bas. Et Woolworths a essayé de s'adapter? Oui, ils ont bien tenté, avec des concepts comme les Woolco, des hypermarchés, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à rattraper leur retard. Et les comptoirs lunch dans tout ça? Et ils ont été les premières victimes des coupes budgétaires. Leur rentabilité était faible, ils demandaient beaucoup de personnel, c'était une cible facile. Hmm. Mais leur disparition, au-delà de l'économie, symbolise un changement sociétal bien plus profond. On est passé d'une culture où le magasinage était une sortie, une flânerie, Hmm. à une logique d'efficacité pure. La course rapide et fonctionnelle. On fait ses achats le plus vite possible. Exactement. Le comptoir, qui invitait à s'arrêter et à prendre son temps, n'avait plus sa place. C'était devenu un anachronisme. Et la chaîne a fermé quand finalement? Les derniers magasins aux États-Unis ont fermé en 1997. C'était la fin d'une époque. Et c'est ça qui est assez incroyable, il reste quelques vestiges, des capsules temporelles. L'article de Frégère en mentionne 2. Le premier est à Bakersfield, en Californie. Oui, c'est l'exemple le plus pur. Dans le bâtiment Woolworths originel, qui abrite aujourd'hui un grand marché d'antiquités, Le comptoir est toujours là, hein. il est toujours là, quasiment intact, et il est toujours en activité. Il sert toujours des hamburgers et des milkshakes. C'est une préservation quasi muséale. Il y a même une démarche pour le faire inscrire au registre national des lieux historiques. On y va pour toucher du doigt le passé, quoi. C'est ça, Et l'autre exemple, à Asheville, en Caroline du Nord, est très différent. très différent, et peut-être plus intéressant dans sa philosophie. À Asheville, dans le bâtiment d'origine de 1938, on trouve le Woolworth Walk. Mais le comptoir n'est pas l'original. Ah, c'est une reconstitution. C'est une reconstitution fidèle d'une soda fontaine de l'époque. Mais tout autour, le reste de l'immense magasin a été transformé en la plus grande galerie d'art de la ville. Donc on vient voir de l'art contemporain et on peut boire un flotteur à la racinette au passage. C'est un sacré mélange. C'est un mélange fascinant. La gérante, qui est citée dans l'article, explique que leur but n'était pas de créer un musée, mais de recréer la fonction sociale du lieu. Retrouver l'esprit du lieu. Voilà. À l'époque, le Woolworth était un point de rencontre pour la communauté. Aujourd'hui, le Woolworth Walk essaie de retrouver ça, mais à travers l'art et la culture. C'est un hommage qui ne se contente pas de regarder le passé, mais qui le réinvente pour le présent. Ce parcours est quand même extraordinaire. On part d'un concept commercial malin, un comptoir abordable, qui devient une icône de la culture de consommation américaine. Et puis, de façon totalement imprévue, ce même lieu devient une scène centrale, un théâtre pour l'un des chapitres les plus importants de l'histoire des droits civiques. C'est ce qui rend cette histoire si riche. Le comptoir lunch de Woolworth est un véritable microcosme de l'Amérique du XXe siècle. Il nous raconte tout, L'essor de la société de consommation, l'évolution de nos habitudes alimentaires, les tensions raciales qui fracturaient le pays, et finalement, la transformation de nos villes et de nos modes de vie. Tout ça concentré dans l'espace d'un simple comptoir. on a vu comment un lieu du quotidien, un endroit où on mangeait un sandwich, est devenu un lieu de mémoire historique, un symbole de lutte et de changement. Et ça nous amène à nous demander Oui. quels espaces publics ordinaires qu'on fréquente aujourd'hui sans y penser pourraient, sans qu'on s'en doute, devenir les théâtres des grands changements sociaux de demain.